J'ai été appelé en Algérie en 1957. La guerre d'Algérie, c'est le dernier conflit qui nous a engagés, nous les jeunes, et tout particulièrement les jeunes de 20 ans, pour un service militaire qui était obligatoire. Donc, on ne pouvait pas s'en passer, il a fallu y aller. Je suis parti directement en Algérie, je suis parti en Algérie incorporé à Le Mans, directement sur Marseille par le train, difficilement, puisqu'on était dans des wagons en bois. Au départ, ce qui nous a frappé énormément au départ du Mans, c'est qu'on nous a joué la Marseillaise avant de partir. Ça nous avait un petit peu refroidi. Bon, arrivé à Marseille, on est tombé au DIM, au camp Sainte-Marthe, très sale. Nous, tout jeunes, qui arrivions là, qui ne connaissions rien à l'armée, on était en civil. Beaucoup d'entre nous n'avaient pas pris le train, beaucoup n'étaient jamais sortis de chez eux. Moi, j'ai de la veine, j'avais un petit peu voyagé. Bon, on est arrivé au camp de Sainte-Marthe, ça a été un gros choc. Une belle vue quand on arrivait, après une tempête en mer. Tout le monde était plus ou moins malade, plus ou moins fatigué. Arrivé sur le quai à Alger, première chose qu'on nous a fait, une piqûre. Avant d'embarquer dans les camions pour rejoindre Beni Messous, qui était le centre d'instruction. Arrivé à Alger, nous avons été embarqués dans des camions, direction Beni Messous, qui est au nord d'Alger, sur le plateau. C'était le grand centre d'instruction du train, très grand centre, puisqu'il y avait plus de 5000 appelés qui étaient là. C'est là qu'on a passé nos moments vraiment militaires, puisqu'on nous a appris à marcher au pas, on nous a appris à saluer, on nous a appris à nous lever, à faire nos lits, et surtout on nous a fait nos piqûres. Piqûres du samedi, pour nous éviter de sortir en ville. Donc on a passé 2 mois là, en centre d'instruction. Une fois l'instruction militaire finie, ils ont commencé à nous faire travailler sur nos spécialités. Pour nous qui étions dans le train, c'était de passer le permis de conduire. Et pour ceux qui n'avaient pas leur permis, moi j'avais déjà mon permis civil et permis poids lourd. Donc je n'ai pas subi cette période. Et comme dans le camp, ils ne savaient pas quoi faire de moi, on m'a envoyé à l'hôpital militaire d'Alger, à l'hôpital Maillot, pour faire des remplacements et faire le travail d'un aide-soignant. Ce n'était pas un travail très dur, ni très compliqué, très astreignant. La seule chose, faisait un peu de brancardage. Et puis bon, je m'occupais un peu des blessés pour les transporter d'un bâtiment à un autre, d'aller voir une visite médicale, tout. Ça a été une période assez agréable. Alors à l'hôpital Maillot, j'ai passé mon premier Noël en Algérie. Une fois terminé, j'ai été rappelé à mon corps pour rejoindre Colombéchard. Nous n'étions pas nombreux à partir, car beaucoup étaient partis en stage chez Berlier. Donc on est parti. On a pris d'abord le train d'Alger jusqu'à Périgueux. Et là, on a pris un magnifique train, la Rafale. On a mis 3 jours pour descendre à Colombéchard. Périgueux, on était resté, on a monté la garde, on a fait donc Saïda, Sefra, et on était dans nos wagons, tranquilles. Oh, on n'était pas beaucoup bousculés, mais on ne roulait pas beaucoup. Hein. Il y avait souvent des arrêts, mais bon. Et nous voilà arrivés à Colombéchard, à la gare de Colombéchard, où nous attendaient des camions, et direction la caserne. Arrivés à la caserne, nous n'étions pas nombreux, les camions n'étaient pas encore arrivés, c'était des berniers qui venaient d'Alger, donc on a eu une période un peu de bricolage dans cette caserne qui était en construction. Il y avait beaucoup de travaux à faire, mais très vite les camions sont arrivés, et là chacun a eu un travail. Moi j'étais versé au peloton commandement, où il y avait des automitrailleuses pour faire des ouvertures de route. Et autrement, je m'occupais beaucoup de parade, puisque j'étais au peloton commandement et on avait la tenue saharienne. Donc on allait faire de la représentation au territoire Alger
quand il y avait des dotables, et autrement, je faisais des ouvertures de route assez régulièrement. Je m'occupais beaucoup de parade, puisque j'étais au peloton commandement et on avait la tenue saharienne. Donc on allait faire de la représentation au territoire à Alger quand il y avait des dotables. Et autrement, je faisais des ouvertures de route assez régulièrement. Les unités sahariennes, le désert du Sahara ex-français, était grand de 2 millions de kilomètres-carrés, soit 4 fois la superficie de la France, peuplé de 640 000 habitants, dont la majeure partie résidait dans la zone nord et le reste, Chamba, Réguiba, Touareg, nomadisant dans toutes les contrées désertiques avec leurs troupeaux de chameaux, moutons et chèvres. Le général Lapérine créait en 1902 les compagnies sahariennes. Le progrès, les moyens de transport nouveaux, l'armement moderne, la naissance de l'aviation, de la radio, etc. ont modifié lentement les compagnies de 1902, tout en maintenant les bases, l'esprit et les magnifiques traditions. Les unités sahariennes comprenaient, après la guerre de 1939-1945, les compagnies sahariennes Méharis, les seigneurs, les compagnies sahariennes portées, les compagnies sahariennes de transport,
les compagnies sahariennes de transmission, les compagnies sahariennes du génie. Les événements de 1954 faisaient y adjoindre un nombre important de jeunes appelés, deuxième classe, métropolitains ou pieds noirs, et quelques sous-lieutenants. Aucun n'a jamais regretté d'y avoir servi, malgré les difficultés du climat. Le principe de base des compagnies sahariennes était que le Saharien se nourrissait, s'habillait et se logeait à ses frais. Il n'y avait donc ni ordinaire, ni pactage, ni caserne. Cependant, les difficultés avaient amené le commandement à créer des messes où le Saharien se nourrissait, des magasins où il trouvait les tenues et le ravitaillement dont il avait besoin, les logements ou camps où son gîte était assuré, tant qu'il n'était pas en mission sur les pistes ou dans le désert, sauf le logement qui était gratuit pour les hommes de troupe. Encore fallait-il qu'il paie l'éclairage et le chauffage. Sa tenue variait suivant les unités et les territoires. Les principaux attributs étaient le képi bleu clair, y compris pour les deuxièmes classes, le burnou bleu foncé, doublé du burnou blanc, les pattes d'épaule rouges avec croisement et étoiles, et comme emblème la Croix du Sud. Le Saharien touchait la solde des militaires de l'armée, avec une majoration de 50% sur cette solde, une indemnité spéciale territoire du Sud, la prime d'alimentation spéciale des territoires du Sud. Le Saharien européen avait droit tous les 2 ans à un congé de 3 mois en métropole. Il n'y avait pas de place pour les faibles, les incapables. La loi de la jungle n'existait pas, seule la solidarité, l'entraide permettait de survivre avec l'amour que chacun d'entre nous apportait à ce pays et à son travail. La solidarité des gens du désert, elle, n'était pas un vain mot. Le Sahara ne pardonne pas. Extrait d'un article écrit par René de Rennes, ex-2e peloton de la 3e CST. D'abord des ouvertures de route d'une journée et ensuite des ouvertures de route plus longues. Les premières ouvertures d'une journée, c'était en général pour aller à Tarit, faire du ravitaillement pour Tarit. Puis après, c'était des missions sur Timimoun et Adrar.
Avec l'escorte bien sûr de la Légion et donc des convois de camions, des camions qui étaient des convois assez longs car il y avait les camions militaires d'abord, puis les camions civils que l'on escortait. Donc ça m'a permis de connaître Timimoun, de connaître alors bien sûr Beni Abbès, Kerzas et de connaître aussi l'oasis magnifique de Tahiti.
Boubernous, Borge Violette, Borge Fly Sainte-Marie. Borge Violette, construit en 1927, deviendra le Borge Fly Sainte-Marie. Ce nom est évoqué à l'occasion de deux raids. 1904, Pierre Fly Sainte-Marie, 1869-1956. Lieutenant à l'époque, était un compagnon de Lapérine. A fait l'expédition de 1904. Il a été lieutenant-colonel au 75e régiment d'infanterie à Romans et a fini sa carrière générale. 1926, Jean Fly Sainte-Marie, 1896-1964, neveu du premier, est l'auteur du raid de 1926 qui a inspiré l'escadron blanc de Joseph Perret, à la poursuite d'un puissant réseau Régibat qui devait attaquer les oasis de Tabelbala et du Touat. Jean Fly Sainte-Marie avait anéanti le réseau lors de combats d'Inzizé. Suite à ces événements, la construction d'un Borge est décidée en 1927. Le point d'eau de Bougbernou est choisi. C'était une mission dans les sables pour aller à Boubernous. Un rendez-vous où aucun avion, aucun véhicule ne peut y aller. Il fallait y aller à tout prix par la piste et par le sable. Il fallait traverser donc le Grand Terre. Très très dur. Et c'était une mission en plein cœur du Sahara. C'était un grand rendez-vous qui s'est passé de rendez-vous de marché de chameaux et qui s'est passé à Borge Fly Sainte-Marie, en plein milieu du Grand Terre. Une mission qui a été très dure parce que nous avons dû batailler beaucoup avec le sable, les camions s'ensablaient et pendant 3-4 jours il a fallu avancer qu'avec des tôles et la pelle. Mais le résultat a été magnifique. Arrivé à Boubernous, quand on a vu ce marché de chameaux avec plus de 5000 chameaux qui étaient là, en plus toutes les unités sahariennes avec leur commandant qui était là, on a passé 4-5 jours magnifiques. Boubernous, c'est le matin vers 10h que les camions arrivent à Boubernous. À la 5e journée du voyage, soudain les rôles sont invertis. Ceux qui hier attendaient à Boubernous, les conducteurs deviennent ceux qui sont attendus. Les régibats et les chambas courent vers eux, vers les camions et les trésors qu'ils recèlent, impatients de fouiller dans les tissus, d'acheter du sucre et du thé, qui pour beaucoup seront la provision d'une année entière. Aux cris des nomades répondent les hurlements des klaxons. On court de tous côtés. Boubernous est devenu soudain un grand marché au Sahara, tandis que bière et soda rafraîchissent les gorges brûlantes.
prêts à partir quand on nous a maintenus pendant un mois. Donc j'ai passé un 3e Noël à Colombéchard. 3e Noël, et là, le commandant n'a jamais voulu qu'on reprenne des armes, n'a jamais voulu qu'on retourne en mission. On a erré dans la caserne pendant un mois, on n'a ni monté la garde, on n'a rien fait. On était là à traîner en attendant d'avoir un train pour nous remonter sur... Il y avait des événements à Alger, il y avait des événements à Oran, et il n'y avait plus de train. Dès qu'il y a eu un train, que la Rafale a été rétablie, on s'est retrouvés au mois de février. Il a fallu attendre la fin janvier pour remonter sur Oran. Et là, on a repris la Rafale et on a encore remonté sur Oran avec la Rafale. 3 jours de train, bêtes et disciplinés, on était sur le toit des wagons. On pouvait même se faire descendre, mais on était tellement contents de partir. Arrivé à Oran, il a fallu encore patienter. On nous a mis au centre au Deyem à Oran, et là, on a attendu 2 jours qu'il y ait un bateau avant d'embarquer pour Oran, pour Port-Vendre. Et c'est là que l'on s'est retrouvé sur le quai à Port-Vendre, délaissé, seul. Débrouillez-vous, prenez le train que vous pouvez, allez voir à la gare, débrouillez-vous. Il n'y avait pas d'assistance, il n'y avait rien. Chacun s'est débrouillé comme il a pu. La guerre d'Algérie, une guerre sans nom. Ma foi, personnellement, la guerre, je ne l'ai pas fait beaucoup. J'ai beaucoup travaillé là-bas parce que je trouve que à faire du ravitaillement civil, à faire des ouvertures de route comme on faisait, le danger, certes, il était léger, mais pendant 2 ans, je peux dire que je n'ai pas souffert comme certains qui étaient dans le Nord. Au Sahara, on avait un avantage, c'est qu'on était un peu plus libre que les soldats autrement. Mais pourquoi avoir perdu 2 ans là-bas? 2 ans à faire quoi? Enfin, nous avons beaucoup travaillé avec les civils, on a beaucoup ravitaillé les civils. Ma guerre d'Algérie, ça a été pour moi une expérience quand même enrichissante, très enrichissante parce que j'ai connu un nouveau pays, j'ai connu de nouvelles régions, j'ai connu de nouvelles personnes, et c'est pour ça que 60 ans après, j'ai voulu y retourner.